Avant tout, j'aimerais remercier Marie-Pierre Morin du musée Jacquet de Beaucaire ainsi que la communauté de communes Beaucaire Terre d'Argence pour l'intérêt porté aux découvertes de Bellegarde et l'organisation de l'exposition autour des plaquettes gravées, ainsi que l'organisation du cycle de conférences qui s'ouvre aujourd'hui autour de la fouille de Pichegu. J'espère que je ne l'ai pas écorché cette fois. C'est une fouille que j'ai eu l'honneur de diriger pour l'INRAP en 2016. Le travail présenté ici est celui des nombreux archéologues qui ont participé à l'opération sur le terrain. Ce travail est aussi nourri par les études d'une cinquantaine de chercheurs qui ont collaboré à la rédaction du rapport rendu en 2020 et qui s'attellent maintenant aux diverses publications scientifiques. Je vais vous présenter les résultats de la fouille de Bellegarde dans leur ensemble, en commençant par les contextes de cette découverte, c'est-à-dire en abordant brièvement les circonstances de l'intervention et le cadre géographique. Et je continuerai ensuite par une présentation chronologique des vestiges, mais sans m'appesantir sur les 6000 ans de l'occupation discontinue du Paléolithique supérieur, puisque mes collègues Vincent Moore et Christophe Fourloubet vont vous en parler plus longuement ensuite. Je vais donc plutôt évoquer les occupations réitérées des 7 derniers millénaires, c'est-à-dire du début du Néolithique à nos jours. Rapidement, tout d'abord, quelques mots sur les circonstances de la fouille. Le lieu-dit Pichegu sur la commune de Bellegarde se situe à mi-chemin entre Nîmes et Arles, soit à environ une quinzaine de kilomètres de chacune de ces deux agglomérations actuelles. Et le Rhône s'écoule actuellement à une douzaine de kilomètres un peu plus à l'est. L'opération d'archéologie préventive a duré 11 mois au total, entre janvier et décembre 2016. Et elle s'est insérée en amont de la réalisation d'un écopôle, c'est-à-dire un centre de traitement et d'enfouissement de déchets, par le groupe Cita Suez. Comme c'est le cas habituellement en archéologie préventive, cette fouille avait été précédée par un diagnostic archéologique réalisé en 2015 par Marie Boucher, une de nos collègues. Donc sur le diagnostic de 25 hectares, l'équipe avait mis au jour en 2015 des vestiges diachroniques compris entre le Paléolithique et l'époque moderne. Le service régional de l'archéologie d'Occitanie a alors prescrit plusieurs fenêtres de fouilles et 6 hectares ont été intégralement fouillés. Vous pouvez les voir à l'écran dans les petits cadres colorés. Les vestiges archéologiques, 1 millier de structures entre le diagnostic et la fouille, ont mis au jour, reflètent bien la présence humaine en ces lieux depuis 22 000 ans. Des occupations discontinues mais réitérées sont donc régulièrement attestées à différentes périodes. Une petite frise chronologique pour vous expliquer un peu tout ça. Avec, comme vous le voyez dans la partie centrale, une absence d'attestation sur environ 8000 ans pour la période dite du Mésolithique. Entre le Paléolithique supérieur et le Néolithique, on a donc quand même un gap dans les attestations à Pichegu. Ceci dit, ça reste un site occupé sur 22 000 ans. Alors pourquoi une telle longévité dans ces occupations ici ? Pourquoi des groupes humains sont-ils revenus sans jamais s'installer de manière réellement durable et qu'ont-ils fait ici ? Sans doute le lieu est-il attractif pour diverses raisons. Pichegu est localisé en piémont des Costières, à proximité d'une source. Il s'ouvre sur la plaine de la Camargue. Tout d'abord, il est très bien situé. C'est visiblement une zone de passage dès le Paléolithique supérieur, puisque durant les occupations magdaléniennes, les groupes de chasseurs-cueilleurs installent régulièrement un habitat de plein air ici. On est alors en plein air glaciaire, avec un paysage et des animaux adaptés au climat froid, mais on reviendra là-dessus dans la prochaine présentation. À ce moment-là, la mer est située à peu près à 80 km du site. Après la dernière glaciation, le paysage subit de grandes transformations et le niveau marin est remonté et durant les 6e et 4e millénaires avant notre ère, la côte est à seulement une dizaine de kilomètres. Le secteur de Pichegu est alors proche de zones lagunaires ou marécageuses riches en ressources.
Il offre donc les conditions propices à l'installation de petites unités d'habitation pour des populations pratiquant l'élevage, l'agriculture et façonnant de la vaisselle. L'eau douce, le bois et l'argile sont disponibles sur place, les galets et le grès sur le plateau et le versant environnant. Les sols limoneux sont favorables à la mise en culture et les forêts proches fournissent du gibier. De telles installations de plein air sont attestées sur ce site à partir de 5400 avant notre ère et réitérées durant la majeure partie du néolithique jusque vers 3000 avant notre ère. Elles prennent la forme de petits pôles implantés sur le pied de versant ou dans la plaine. Constitués d'une dizaine à une quinzaine de structures en creux, ces pôles comprennent des foyers, des fosses, parfois des structures de stockage, des fosses silos qui... après abandon, sont utilisés comme dépotoirs et livrent de nombreux rejets domestiques. Céramique, ossements animaux, matériel de mouture, outils en silex permettent d'attester la présence d'habitats. Les sols et les structures peu profondes, comme les trous de poteaux, bien souvent ont été détruits par l'érosion et ne sont pas conservés, si bien qu'on ne les a pas retrouvés en fouille. Ce sont vraiment les structures en creux conservées plus profondément qui nous ont permis d'identifier qu'on avait... ces petits pôles d'habitat. Alors, quelles étaient les activités exercées, la fréquence, la densité et la durée de ces installations? La fouille ne fournit pas toutes les réponses, mais par l'analyse de la répartition des structures, l'étude de la vaisselle en céramique ou de l'outillage lithique, la présence d'au moins 8 phases ou pôles d'habitat différents est attestée durant cette période du néolithique. Les tout premiers groupes agropastoraux se sont installés à Pichegru dans le courant de la seconde moitié du 6e millénaire. Une douzaine de vestiges, principalement des petits calages de pierre et des foyers, caractérisent un campement de plein air. Cette population a utilisé un coquillage, le cardium, pour créer des décors d'impression sur les céramiques. Ce sont des types de décors qui sont relativement bien connus sur d'autres sites contemporains de Pichegru. Au sein de cette petite unité domestique, ils ont construit de grandes structures de combustion à pierre chauffée, structures qui constituent une caractéristique des implantations dites cardiales, mais dont la fonction reste encore à définir. Les hypothèses de grands foyers collectifs, éventuellement de structures pour le fumage d'aliments carnés, ont été avancées, sans qu'on soit en mesure d'apporter ici une réponse avec certitude. Pichegru offre de rares exemples régionaux d'aménagement domestique pour la phase suivante du néolithique, c'est-à-dire le début du 5e millénaire. Dispersés sur les secteurs de plaine, ils se caractérisent par des amas d'ossements d'animaux, des foyers, des fosses, et ces dernières ont livré des outils en silex, en quartz et en grès, un peu de vaisselle en céramique, mais aussi de la parure. À l'image, vous pouvez découvrir les éléments de parure en matière dure animale retrouvés en rejet dans les structures de ces phases anciennes du néolithique. Les analyses microscopiques permettent de déceler si les stries en surface sont naturelles, accidentelles ou volontaires. C'est ainsi qu'on peut déceler des abrasions autour des perforations ou une usure des coquillages liée au frottement répété sur un vêtement, par exemple, et définir si ces restes de faune étaient portés, utilisés, transformés à des fins de parure ou même d'outils éventuellement. Et c'est le cas, par exemple, de ce petit fragment de moule, moule d'eau douce, moule marine, moule marinière, que sais-je, je ne pourrais pas vous le dire. Et ce petit fragment, comme vous le voyez sur les grossissements, dont on ne sait pas, qui présente des petites stries pouvant indiquer un usage en tant qu'outil, est assez est le seul qui ait donné ce genre d'informations pour le site de Pichegru. C'est à partir du 5e millénaire que certains groupes humains ont enterré leurs défunts à Pichegru, et 4 inhumations datées par le C14 en témoignent. L'une d'elles présente la particularité d'être associée à une fosse contenant de très nombreux restes fauniques et à plusieurs aménagements de dallettes de grès, de mottes de terre crue, installées autour du défunt.
L'ensemble permet de supposer qu'il existait autour de la tombe une architecture aujourd'hui disparue, ou au moins un agencement particulier comme un système de signalisation. Durant la phase suivante, une autre sépulture atteste cette fois de la pratique de la crémation. Au sein d'un pôle d'habitat daté entre 4300 et 4000 avant notre ère, cette structure funéraire contenait des restes humains calcinés, accompagnés d'un mobilier constitué de nombreux objets. Le bûcher en lui-même n'a pas été mis en évidence dans l'emprise de fouilles. Il s'agit d'un dépôt de résidus et d'objets dans une fosse. La fouille fine de cette structure a permis d'en distinguer les étapes de remplissage. D'abord, les résidus osseux prélevés sur le bûcher sont placés à même le creusement de la fosse avec quelques éléments de vaisselle en céramique. Un objet en bois de chêne, que vous voyez à gauche sur la diapositive. Il s'agirait d'une petite coupelle dont l'état carbonisé permet d'attester qu'elle a sans doute été placée brièvement au feu, sans doute sur le bûcher funéraire, avant d'être déposée ici avec les restes osseux. À l'image, vous pouvez observer des éléments de comparaison provenant de sites néolithiques lacustres ou palustres, conditions nécessaires habituellement pour la conservation du bois. Ensuite, une couche de terre est disposée préalablement à un second dépôt de vaisselle en céramique et d'objets. Au total, ce sont au moins 10 récipients en terre cuite, 9 armatures de flèches et 2 herminettes, ces petites haches polies en roche verte que vous voyez à l'image, qui sont recensées avec l'objet en bois carbonisé, qui était alors inconnu en contexte. L'objet en bois n'avait jamais été retrouvé en contexte funéraire néolithique. Le nombre et la variété des objets de cet assemblage font de cette sépulture la plus riche du midi de la France pour le 5e millénaire. Toujours au néolithique, mais on se rapproche un petit peu de la fin du 4e millénaire. On trouve toujours les témoignages de pratiques funéraires. 4 défunts à nouveau ont été inhumés dans la plaine durant cette nouvelle phase d'occupation. À l'image, vous pouvez observer 2 sépultures manifestement installées volontairement vis-à-vis, les défunts ayant été déposés en miroir. Après rebouchage des fosses sépulcrales, les dispositifs de couverture en blocs de pierre locale, du calcaire gréseux, ont été alignés les uns par rapport aux autres. Les datations fournies par le carbone 14 donnent des fourchettes avec un pourcentage majeur de probabilité assez proche. Donc on est bien entre 3600 et 3400 avant notre ère pour les 2 sépultures. Hormis les pratiques funéraires attestées pour cette phase du néolithique, le néolithique final donc, on dénombre aussi plusieurs concentrations de vestiges attestant de la présence d'habitat. Dans l'une de ces concentrations, qui était installée sur le versant entre 3500 et 3000 avant notre ère, on a mis au jour une fosse dont le fond aménagé est tapissé de plaques de terre crue ayant subi l'action du feu. Cette structure est interprétée comme une cave aménagée ou ce qu'on peut appeler une fosse atelier, par laquelle on accédait avec un système d'emmarchement escamotable. Vous pouvez observer à gauche de la diapositive ces aménagements en terre altérés par l'action du feu et effondrés en place, et à droite le comblement de cette fosse après abandon qui recèle énormément de rejets domestiques, notamment une meule et un fragment de jarre. Le site semble déserté à la fin du néolithique, durant tout le 3e millénaire, ce qui fait quand même un millier d'années. Puis Piège-Gus se démarque à nouveau à l'échelle régionale par une occupation discontinue mais prolongée, s'échelonnant des débuts de l'âge du bronze vers 2100 au 1er siècle de l'âge du fer, jusque vers 550 avant notre ère. La richesse du mobilier en céramique mis au jour et les datations par le C14 ont permis d'établir que le site est occupé à au moins 7 reprises durant ce laps de temps, tandis que la répartition spatiale des vestiges distingue à nouveau plusieurs pôles dans ces différentes phases. Ces groupements de structures en creux situés en plaine et sur le versant
sont composés d'1 à 13 vestiges. Ils définissent des petits noyaux d'habitat dispersés, partageant vraisemblablement un terroir commun. Il s'agit à nouveau de foyers, de fosses de stockage ou d'extraction de matériaux, qui sont réutilisés comme des potoirs et livrent un grand nombre de rejets domestiques, parmi lesquels le bronze fait son apparition. La remarquable richesse des restes fauniques pour cette longue période de l'âge du bronze à l'âge du fer traduit une évolution significative de la consommation carnée et de fait des pratiques d'élevage des différents groupes humains qui se sont succédés à Pichegru à cette période. Durant l'âge du bronze, l'étude des restes fauniques montre que les équidés, certainement le cheval domestique, apparaissent vers 1600-1400 avant notre ère, alors qu'ils sont absents du Languedoc méditerranéen durant tout le néolithique. En parallèle, on note une forte proportion de restes de cerfs et la présence de sangliers qui traduisent une alimentation riche en gibier et donc une pratique de la chasse développée. Durant l'âge du fer, le régime carné s'appuie de nouveau principalement sur les espèces domestiques que sont le mouton, la chèvre, le porc et le bœuf. Bon nombre de fragments d'architecture ou de mobilier de terre crue, notamment des sols de four, des récipients, des vases de stockage, ont été mis en évidence dans les structures de cette période. À l'image, vous voyez quelques témoignages illustrant une toute petite partie de ces riches mobiliers de terre crue retrouvés dans les structures de ces phases. C'est une étude complète qui est menée sur tous ces fragments par notre collègue Émilie Léal. On compte aussi des os d'animaux, on vient d'en parler, beaucoup de charbon et de cendres. Le tout illustre les activités de la vie quotidienne sur place. C'est particulièrement le cas de la grande quantité de fragments de céramique, cette vaisselle de préparation de cuisine ou servant à la consommation des denrées et des boissons est majoritairement de fabrication locale ou régionale. Le site de Pichegru recèle également, dès le début du VIe siècle avant notre ère, de la vaisselle et des amphores importées du pourtour méditerranéen. Celles-ci sont grecques, étrusques, produites en Italie du Nord, ou encore puniques, produites cette fois dans le sud de l'Espagne. L'occupation, tout en restant modeste, se densifie au Ve siècle avant notre ère. Elle s'inscrit dans le maillage régional des habitats ruraux de plaine à vocation agricole, connus pour la période, et probablement en lien avec le comptoir voisin d'Espérant à Saint-Gilles-du-Gard. À l'image, vous pouvez voir une carte des sites oppida et comptoirs lagunaires protohistoriques du Languedoc oriental, dont l'occupation est contemporaine partiellement ou totalement de Pichegru entre les 7e et 5e siècles avant notre ère. Et on voit que Bellegarde s'inscrit relativement bien dans le maillage de ces sites. Sur le site même, un chenal naturel créé par l'érosion de la pente incise la plaine. Une de ces berges semble aménagée sur une petite portion à l'aide d'une couche de gros blocs de pierre, peut-être pour permettre l'accès à l'eau. Les conclusions ne sont pas définitives. L'écoulement est comblé volontairement par des rejets domestiques à nouveau et par des apports de terre, tout comme le sont les nombreuses fosses de cette période. Un seul bâtiment construit sur poteaux est avéré. 4 trous de poteaux dessinent un plan rectangulaire de 3 mètres de large par 5 mètres de long. 2 trous de poteaux supplémentaires légèrement désaxés pourraient doubler la longueur de l'édifice. Dans ses dimensions les plus modestes, celui-ci correspond à un modèle connu de la cellule d'habitation protohistorique. Et si l'on tient compte des 2 poteaux supplémentaires, il se rapproche plutôt d'un vaste édifice à vocation agricole ou pastorale, un grenier, une étable, un établissement, un bâtiment de stockage. Au moins une autre unité domestique ou artisanale peut être restituée, puisque même si on n'a trouvé que la partie en creux, c'est-à-dire une petite cave pourvue d'un emmarchement qui témoigne de l'existence d'un bâtiment de petite dimension aujourd'hui disparu. L'établissement du 5e avant notre ère est délaissé vers la fin de ce siècle.
Aucun vestige n'atteste d'une occupation durant les 3 siècles suivants. Sans doute, par contre, à partir du IIe siècle avant notre ère, le paysage de Piège-Gu se transforme profondément, et surtout artificiellement, par la création de terrasses agricoles associées à de grands fossés drainant et jugulant les eaux et l'érosion des pentes, et permettant la mise en culture du Piémont. Un chemin dessert un verger en plaine et des vignobles sur les pentes. Au 1er siècle avant notre ère, certaines terrasses accueillent une activité artisanale. 2 grands fours installés côte à côte ont été bâtis à partir d'une grande fosse creusée dans le sol. Ils présentent une chambre de chauffe à 2 volumes, ceinturée par des maçonneries de briques en terre crue, que vous pouvez voir à l'image, notamment à droite. Les sols de ces fours, dont les fragments ont été découverts dans les effondrements, étaient soutenus par des voûtins supportés par des murets latéraux, que vous voyez très bien également sur l'image de droite. L'ensemble ménage un couloir central dans chaque structure qui se prolonge par l'alandier, situé dans l'axe de la fosse de travail. La fosse de travail qui se trouve à l'arrière-plan sur l'image. Les fosses de travail se trouvent à l'arrière-plan sur l'image de droite. Les laboratoires étaient quant à eux totalement détruits. Les laboratoires, c'est les parties dans lesquelles on place les éléments à cuire qui se trouvaient au-dessus des murets et des voûtins qui supportaient la sole du four. Ces fours correspondent à un type de structure qui est bien connu dans la région et qui est associé la plupart du temps à la production de terre cuite architecturale, d'amphores ou de céramique. Alors ici, à Pichegu, on n'a aucune trace des productions dans les fenêtres de fouilles qui ont été intégralement fouillées. Donc on ne sait pas ce qui a été produit exactement, mais ça reste du domaine de la terre cuite ou de la tuile. Pendant près de 3 siècles, il n'y a pas d'occupation particulière attestée. Mais pour le 5e siècle de notre ère, un petit habitat mal conservé est illustré par quelques fosses contenant divers artefacts, un seuil notamment, et un squelette humain. Mais le principal aménagement est un four à chaux. La chambre de chauffe est creusée dans le sol et se prolonge par un couloir ouvrant sur la fosse de travail. Une large corolle rubéfiée que vous voyez à l'image à gauche témoigne de la forte chaleur dégagée, chaleur nécessaire pour transformer le chargement de calcaire qui devait se situer au-dessus. À droite de l'image, vous voyez une proposition de restitution d'un four qui se trouve en Allemagne mais qui dispose de caractéristiques similaires à celles du four de Piège-Gu. Par la suite, le secteur est en friche ou voué à une mise en culture qui n'a pas laissé de traces. Et à l'époque carolingienne, l'habitat et les activités de production artisanale se resserrent donc sans doute autour de la villa Brutianum, qui apparaît dans les textes à partir de 879. Situé à environ 400 mètres au nord-est de la Fouille, le lieu est connu pour son église romane et pour avoir abrité, au moins à partir du XIIe siècle, le prieuré Saint-Vincent de Broussan. Une occupation... Non, je suis allée trop vite. Ouais, une occupation est à nouveau attestée sur l'emprise de Fouille au début du XIVe siècle. Donc, à ce moment-là, 2 bâtiments aux murs de terre et toiture végétale sont édifiés sur le pied du versant. Le premier offre une surface intérieure d'environ 50 mètres carrés, divisée en 2 pièces séparées par une cloison. L'une est dotée d'une cheminée qui est un aménagement exceptionnel pour ses chronologies et de sol en terre battue. Elle est vouée à l'habitat, comme en témoigne le mobilier, des pots à cuire, une meule, quelques monnaies. Et l'autre pièce est occupée par du bétail et son sol est couvert d'une litière, comme l'attestent les analyses sédimentaires que nous avons pu faire. Dans cette pièce, une paire de ciseaux de tonte nous renseigne sur la nature du cheptel qui serait donc ovin.
Le deuxième édifice que vous voyez à gauche sur l'image est plus petit, et il mesure 20 mètres carrés environ et il est moins bien conservé. Alors il était doté d'un vaste foyer dans la partie centrale et d'un petit four culinaire sur le côté. Son rez-de-chaussée semble donc voué à la cuisine. D'autres pièces pouvaient exister, mais elles n'ont pas marqué le sol de leur empreinte. D'ici, un chemin menait à Saint-Vincent-de-Broussan à travers un paysage de vergers et de vignobles. Ce trait d'union entre la ferme et le prieuré illustre la relation de dépendance qu'il y ait sans doute les deux établissements au XIVe siècle. Les deux bâtiments de Pichegu, modestes en eux-mêmes, documentent une forme d'habitat originale, sinon inédite pour le bas Moyen-Âge à l'échelle du Languedoc. Écarts, manses, fermes ou métairies, ce plus petit maillon de la mise en valeur du terroir nous échappe encore souvent, en partie car l'archéologie peine à appréhender ces formes discrètes. À nouveau, pour les 2 siècles suivants, Pichegu ne livre pas de vestiges tangibles. La vocation agricole de ce terroir est à privilégier. En tout cas, vers les 16e, 18e siècles, cette vocation est bien attestée à nouveau par une centaine de fosses implantées régulièrement sur toute une partie du versant qui caractérise un complan, c'est-à-dire la culture à la fois de fruitiers et un vignoble, dans lequel des fragments de céramique datant des 16e, 18e siècles ont été mis en évidence. Ce complan souligne la tradition multiséculaire de la production viticole et fruitière encore bien ancrée actuellement sur ce rebord de la Camargue. Cette opération de fouille, par sa chronologie remarquable, la diversité de ces vestiges, leur quantité, apporte beaucoup d'éléments à notre connaissance du passé local et régional, de l'évolution des paysages également. Elle marque aussi l'importance de l'archéologie préventive qui a permis de mettre en évidence dans un secteur où les installations humaines aussi anciennes et diversifiées n'étaient alors pas soupçonnées, la longue et riche histoire de Pichegu et Bellegarde. Je vous remercie de votre attention.